et un bracelet de main. Bienvenue à tous, c'est la première de Next, la nouvelle émission de jeux vidéo d'Europe 2 TV. Chaque semaine, on va se retrouver pour toute l'actu console et PC, avec des tests, des reportages, des news et les classements hebdo des meilleures ventes de jeux. Bon, on lance les toutes premières news. Attention, c'est historique. Roulement de tambour. News. C'était pas mal là, hein? Ah, c'était bien. Jeu de rôle à succès, Warhammer a été décliné en jeu vidéo au milieu des années 90. Sorti en 2004 sur PC, l'épisode intitulé Dawn of War s'est immédiatement imposé comme l'un des meilleurs jeux de stratégie. Dark Crusade, le second disque additionnel de cette série, est prévu pour octobre. Il apportera 2 nouvelles races ainsi qu'une campagne inédite. Warhammer toujours, avec ses quelques images de Warhammer Online, le premier jeu de rôle massivement multijoueur sous cette licence prestigieuse. Le projet ne date pas d'hier, mais il fut maintes fois repoussé. Cette fois, cela semble bien parti et l'on devrait pouvoir fouler le sol de ce monde persistant à l'automne 2007. Rappelons que ce titre est développé par EA Mythic, le studio à qui l'on doit notamment la série Dark Age of Camelot. Le monde de Dark Age of Camelot, justement, fêtera ses 5 ans d'existence l'année prochaine. Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire, les développeurs préparent activement un 7e disque additionnel. Intitulé Labyrinth of the Minotaur, il contiendra une nouvelle zone de jeu contenant notamment des quêtes et des objets inédits. Il sera également possible de jouer avec une nouvelle race, les Minotaures. Sortons du vaste univers des jeux de rôle online avec Heroes of Annihilated Empires, un jeu de stratégie en temps réel sur PC. Contrairement à un bon nombre de titres du genre, il devrait comprendre une partie jeu de rôle puisque l'on pourra augmenter la puissance de son personnage principal au fur et à mesure des campagnes. Ces dernières se dérouleront aussi bien sur terre que sur mer et les développeurs annoncent des batailles de grande ampleur. La sortie de ce soft étant prévue pour la fin du mois de septembre, il ne nous reste plus qu'à patienter pour savoir s'il tiendra toutes ses promesses. Il est temps de passer au test de la semaine. Si je vous dis Nina, Paul, Lo, vous me dites Yoshimitsu? Toujours pas? C'est facile, un jeu de baston. Quoi? Street Fighter? Allez, toi tu sors. Bon ok, on va la jouer simple. Tekken arrive sur PSP et c'est le test de la semaine. Tout ce qu'il faut savoir sur Tekken Dark Resurrection tout de suite dans Next. On le croyait mort et enterré. Heihachi Mishima, le célèbre organisateur de tournois d'arts martiaux est de retour. Un peu comme ce bon vieux Jason à chaque nouvelle suite de Vendredi 13. Sacrée famille les Mishima. Depuis 1994 sur PlayStation, le fiston Kazuya et le père Heihachi passent leur temps à se balancer au fond d'un ravin ou d'un volcan. Et depuis peu, même le petit-fils Jin s'y est mis aussi. Réunis à l'étroit sur le petit écran de la PSP, tout le monde va vouloir se venger et nous, on va pouvoir se marrer avec un des meilleurs jeux de baston jamais réalisés. Chacun des 33 personnages disponibles dans le jeu a son historique et ses propres motivations pour participer au combat. Vous retrouverez tous les protagonistes de la série disponibles dès le début. En prime, vous aurez droit à 2 petits nouveaux. La belle Lily, spécialiste du jeu de jambes, et Sergei Dragunov, un membre des forces spéciales russes, réputé pour leur finesse, notamment dans les théâtres de Moscou ou les écoles de Beslan. Ça vous donne une idée de la jovialité du bonhomme. Il rigole pas. Un système vraiment bien foutu permet aux débutants d'accéder à tout moment à la liste des coups propres à chaque personnage. Chacun a son style de combat, judo, karaté, capoeira, lutte, etc. Et tous possèdent au minimum 70 coups différents. Les habitués retrouveront vite leur marque, même si le pad de la PSP, pas très ergonomique, rend l'utilisation des coups en diagonale assez délicate. Une dizaine de modes de jeu, de l'entraînement au contre-la-montre, permet de varier les plaisirs. Il y a même un mode Gold Rush, dans lequel chaque coup porté à votre adversaire vous rapporte des sous. Avec vos économies, vous pourrez relooker vos personnages préférés en leur achetant des nouvelles fringues, des lunettes, des masques ou des petits chapeaux. Welcome
The king of Iron Fist Tournament. Tekken Dark Resurrection offre largement de quoi s'amuser tout seul, mais évidemment c'est encore mieux à deux. Le Wi-Fi permet de jouer contre un pote, même s'il n'a pas acheté le jeu. En revanche, pas de mode online qui vous aurait permis d'aller affronter la terre entière sur le net. Faudra vous contenter de cogner sur vos amis proches. N'empêche que cette version de Tekken pour la PSP reste un véritable bijou, comme quoi en matière de baston, le bon vieux coup de David contre Goliath, ça marche toujours. Brian Fury. Get ready for the next battle. Bon, si on bougeait un peu, direction Los Angeles où notre équipe a rencontré l'increvable Tony Hawk. L'éternel Skater Boy est de retour sur console pour un tout nouveau jeu de skate. Waouh, quelle surprise! En même temps, c'est un peu son truc au garçon. Allez, reportage. Berceau du cinéma popcorn. Paradis de la voiture. Fief du culte du corps. Los Angeles est aussi la Mecque du skateboard. La Californie a d'ailleurs engendré un monstre sacré de la planche à roulettes, un dieu vivant du halfpipe, Tony Hawk. Maintes fois champion du monde et créateur de nombreuses figures, le bonhomme s'est lancé dans l'aventure du jeu vidéo avec Pro Skater sur PlayStation. 7 ans et 7 numéros plus tard, la série rencontre toujours autant de succès. Une longévité assez rare pour un soft de ce type. Je pense que dès le départ, notre jeu a d'une certaine manière posé les bases des sports de glisse. C'est-à-dire comment y jouer et surtout comment les représenter en termes de contrôle et de maniabilité très intuitive. Notre jeu a su évoluer à chaque fois sur les nouvelles consoles avec de nouvelles idées. Intitulé Project Hate, le prochain volet de la saga nous mettra dans la peau d'un jeune rider bien décidé à devenir l'un des 8 meilleurs skateurs du monde afin d'intégrer une sorte de Dream Team mené par Tony Hawk en personne. Fini les grandes agglomérations des précédents épisodes. Notre terrain de jeu sera cette fois une petite ville des États-Unis. Nous pourrons la parcourir en long, en large et en travers sans aucun temps de chargement façon GTA, tout en enchaînant des dizaines de figures criantes de vérité. Nous avons entièrement refait les animations pour les nouvelles consoles en créant un système assez complexe. On a utilisé cette rampe et fait venir des riders pour des séances de motion capture. L'un de ces skateurs professionnels était bien sûr Monsieur Hawk qui, une nouvelle fois, s'est personnellement impliqué dans le jeu. Tony est venu ici à de nombreuses reprises pour essayer le jeu afin de nous donner ses impressions. Quelles animations ne reflétaient pas assez la réalité, ce qui était trop dur ou trop facile. Je suis en quelque sorte le gardien d'une certaine authenticité. J'apporte par exemple certaines suggestions concernant les lieux, les skateurs ou encore les figures. Mon but est que le skate garde son intégrité. Attendu pour la fin de l'année sur plusieurs machines dont la Xbox 360 et la PlayStation 3, Project Hate s'annonce comme un jeu très prometteur qui permettra en outre de rider en toute sécurité. Et oui, il paraît qu'en vrai, le skate c'est dangereux, sans blague. À peine de retour de Los Angeles, on trace direct au Japon avec Tokyo Pop, la rubrique qui vous dit tout sur les nouveautés japonaises. Cette semaine, un max de news pour la DS et un dossier sur le délirant God Hands. Ambiance claque dans la tronche, c'est les garçons qui vont être contents. Cette semaine, toute l'actu de la DS au Japon avec pour commencer la prochaine sortie d'un nouvel épisode de Rockman, plus connu chez nous sous le nom de Megaman. La mascotte de Capcom revient encore une fois dans un jeu coloré et dynamique où le joueur pourra récupérer plusieurs armures différentes qui lui conféreront chacune un pouvoir particulier. L'écran du bas sera réservé à une espèce de scanner qui vous permettra de découvrir les points faibles des boss de fin de niveau. Après l'énorme succès des jeux d'entraînement cérébraux au Japon, on voit fleurir un bon paquet de softs éducatifs sur DS, comme par exemple ce petit manuel d'anglais qui utilise très efficacement l'écran tactile. Et même si c'est pas fait pour, c'est aussi un bon moyen pour les étudiants français de s'exercer au japonais. Voici très certainement le prochain méga hit de la DS, le navigateur culinaire. Tel un GPS de la gastronomie, il vous propose plus de 200 recettes à suivre pas à pas.
Il fait aussi office de minuteur, calcule les calories et le volume des ingrédients selon le nombre de personnes. Il accepte même les commandes vocales pour que l'utilisateur n'ait pas besoin de manipuler la DS pendant qu'il cuisine. La classe totale. Mais au Japon, tout le monde n'a pas encore la DS dans la poche. C'est là qu'intervient Gowaku, qui a trouvé sa solution. Actuellement, parmi les consoles portables, il faut reconnaître que la Nintendo DS est très populaire. Et récemment, je viens de trouver comment faire pour avoir le fun de la DS pour pas cher. Bon, je prends un bout de papier, je déchire, je plie, je dessine les boutons, et voilà. Et ça donne ça. Voici le dernier petit délire du studio Clover. Ce repère de génies qui ont déjà émerveillé les joueurs avec la série des Beautiful Joe ou le tout récent Okami. God Hands est un beat'em all en forme de gag géant. C'est un peu Ken le survivant avec des chaussures de clown si vous préférez. Le principe est simple, tabasser les méchants. Point fort du héros, la God Hand, la main de Dieu qu'on lui a greffée à la place de son bras droit et qui lui permet de réaliser un festival de coups spéciaux tous plus délirants les uns que les autres. Pour pousser l'hallucination au maximum, vous aurez droit à un troupeau d'ennemis kitschos, une musique dans le ton, ainsi que des rires et des applaudissements enregistrés pour ponctuer vos combos les plus réussis. Sortie prévue pour le 14 septembre, au Japon bien sûr. À suivre dans Next, un dossier spécial DBZ à l'occasion de la sortie de Super Dragon Ball Z sur PS2, les tests de Gangs of London et Siphon Filter sur PSP et les top 3 des meilleures ventes PC et consoles. Mais tout ça, c'est juste après la pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de Next, comme promis, dans quelques minutes, on retrouvera le grand dossier spécial Dragon Ball Z, histoire de mieux comprendre votre petit frère, voire même le plus grand d'ailleurs. Mais bon, juste avant Dragon Ball Z, un peu de news. Les compilations de vieux jeux ont le vent en poupe et surtout elles ne coûtent pas très cher à produire. Electronic Arts, le numéro 1 mondial du jeu vidéo, devrait se lancer très prochainement dans l'aventure avec EA Replay, un soft sur PSP reprenant de vieilles gloires de l'éditeur. L'UMD devrait contenir une quinzaine de titres dont Syndicate, les 3 épisodes de Road Rash, mais aussi Desert Strike et le cultissime Wing Commander. Cette compile sortira, semble-t-il, en octobre aux États-Unis, mais chez nous, c'est un grand mystère. La guerre fait rage dans le petit monde des processeurs physiques. Pour montrer que c'est lui qui a l'engin le plus puissant, AGEA s'est associé avec Artificial Studio et Immersion Games pour nous pondre Cell Factor. À la base, il ne s'agit là que d'une démo technique, mais les développeurs ont décidé de pousser l'expérience plus loin. Un véritable jeu de tir où s'entrecroiseront armes de destruction massive et pouvoirs psychiques devrait voir le jour avant la fin de l'année. L'ensemble est alléchant, mais pour en profiter correctement, il faudra certainement un PC surpuissant équipé d'une carte AGEA. Encore des frais en perspective. Guild Wars Nightfall est le 3e volet d'une série de jeux de rôle online. Ce disque additionnel ne demandant pas de posséder le titre originel apportera bon nombre d'éléments inspirés du Moyen-Orient. Il introduira 2 nouvelles zones à explorer ainsi que 2 professions inédites. Le derviche s'apparentera à un guerrier et sera capable de se transformer. Le Paragon, quant à lui, maniera la lance comme personne et pourra pousser des chansonnettes aux effets bénéfiques. Attendu pour la fin de l'année, Nightfall sera en précommande dès le 15 septembre. Les joueurs ayant mis la main à la poche avant les autres recevront des cadeaux exclusifs. Que fait un éditeur quand sa mascotte ne fait plus recette faute d'idées pour la mettre en scène dans un jeu vidéo qui tient la route?
C'est très simple, pondre un clone de l'inébranlable Mario Kart. Et c'est ce que prévoient les Japonais de Namco avec Pac-Man. Toujours aussi rond qu'un ballon et plus jaune qu'un citron, la petite boule sur pattes se transformera bientôt en pilote de course dans World Rally. À ses côtés, on retrouvera bien sûr tout le petit monde qui gravite autour de lui dans la série, ainsi que quelques héros issus de l'univers de la ferme Nippon. C'est en novembre 1984 au Japon que Akira Toriyama publie la première planche de Dragon Ball dans l'hebdomadaire Shonen Jump. 2 ans plus tard, Sangoku et toute sa petite bande se mettent à bouger. Tout d'abord à la télé avec la série animée qui fête donc ses 20 ans cette année. Puis sur la console NES de Nintendo avec Le Secret du Dragon, un jeu d'action pas terrible, mais bon c'est le premier alors respect. 2 types de jeux sont particulièrement représentés. D'un côté les jeux de rôle, d'un autre les jeux de combat. Des genres qui se prêtent bien à l'univers si particulier de la BD, qui mêlent comme vous le savez, action et aventure. Les plus nombreux mais aussi les plus réussis restent à ce jour les titres de baston. Il y en aura 4 sur Super Nintendo. Les 3 Super Butoden entre 1993 et 1994 qui introduisent l'écran partagé lors des combats à distance. Et l'excellent Hyperdimension en 1996. Avec l'arrivée des consoles 32 bits, les jeux estampillés Dragon Ball évoluent avec la technologie. En 1995 sur PlayStation sort Ultimate Battle 22 qui voit l'apparition de décors en 3D, une première pour la série. Il faudra attendre Final Bout sur la même machine en 1997 pour que les personnages eux aussi prennent une dimension supplémentaire. Avec le temps, la qualité des jeux issus de l'univers de Toriyama n'a pas cessé d'augmenter et en 2002, c'est la claque avec DBZ Budokai. Beau et extrêmement bien pensé, il ravit les amateurs de la saga. 1 an plus tard, le numéro 2 apparaît avec des graphismes en cel shading, une technique de modélisation permettant d'avoir un visuel proche du dessin animé. Chaque épisode de la série Budokai a apporté son lot de nouveautés, mais a aussi complexifié la maniabilité avec des commandes toujours plus nombreuses. En attendant Budokai Tenkaichi 2 en novembre sur PlayStation 2, Atari propose aujourd'hui Super DBZ. Ce jeu également sur PS2 est une sorte de retour aux sources avec un gameplay dans l'esprit des jeux d'antan en 2 dimensions. Certes, moins spectaculaire que ses congénères, il offre tout de même de belles heures de baston, et ce, pour un prix 2 fois moindre qu'un jeu neuf habituel. Bon les filles, je suis désolée, mais les 2 tests à venir ne vont peut-être pas vous faire grimper au rideau. En revanche, les mecs vont être aux anges. Gangs of London et Siphon Filter sur PSP. Ouh, c'est bien les jeux d'action, hein, les garçons, hein. C'est sympa, hein. Moi, Jen, vous, Tarzan. Mais non, je suis pas folle. Aucun humour. Allez, les tests. Il semble qu'en ce bas monde, certaines choses doivent inéluctablement rester constantes. Les hommes ne comprendront jamais rien aux femmes et The Getaway restera une série mineure dans le monde du jeu vidéo. Pourtant, Sony aimerait bien nous faire croire le contraire. Non pas qu'ils comprennent quoi que ce soit à la jante féminine, mais depuis 2002, ils tentent tous les 2 ans de nous refourguer un ersatz de Grand Theft Auto sauce british de plus en plus immangeable. En attendant le 3e volet sur PlayStation 3, la firme nous propose une sorte de spin-off, ce qui revient à garder le même univers mais en changeant les protagonistes, voire même certaines règles de gameplay. Changer c'est bien, mais améliorer c'est encore mieux. Un vieil adage de ma composition que les développeurs auraient dû suivre aveuglément. Nous voici donc plongés en pleine guerre des gangs, où l'on enchaîne mission soporifique sur mission soporifique aux commandes de brutes épaisses, aussi souples dans leurs mouvements que des mannequins de crash test. Basique dans sa construction, minimaliste dans sa conception, Gangs of London n'est pas plus appétissant qu'une tranche de foie de veau et aussi excitant qu'une octogénaire en plein striptease. Amis pervers, ce jeu est fait pour vous. I'm getting your Ponzi sandwich, okay?
Gabe Logan n'a pas toujours été un agent spécial heureux. Après avoir débuté sa carrière sur les chapeaux de roue sur la vieille PlayStation, le bougre s'est retrouvé embarqué dans une aventure des plus minables sur PS2 intitulée Omega Strain. 2 ans d'entraînement intensif plus tard, notre ami Logan est de retour affûté comme jamais, le poil brillant et l'œil vif, prêt à jouer au chat et à la souris avec tous les terroristes. Et en plus, ça tombe bien, car c'est au moment où il est au top de sa forme qu'une bande de vils personnages décide d'attaquer une centrale électrique au fin fond de l'Alaska. Centrale qui, cela dit en passant, n'est que la partie immergée d'un plan bien plus vaste menaçant la paix mondiale. Oh, pas de quoi trembler non plus, car il est assez difficile de se plonger à fond dans une histoire qui, malgré ses faux airs de roman de Tom Clancy et quelques belles cinématiques pour la faire évoluer, peine à convaincre. Elle n'est finalement qu'un prétexte pour nous envoyer barouder aux 4 coins du monde. En bon géo, le Pentagone va nous faire voyager. Entre le Pérou, l'Alaska et la Bosnie, nous voyons du pays. Et les activités sur place sont nombreuses. Prise d'assaut de bâtiments, sabotage de machines, infiltration de quartiers de haute sécurité, initiation au maniement de toutes sortes d'armes allant du fusil de sniper à la mitrailleuse, en passant par le jeté de grenades. Très important, le jeté de grenades. Bref, nos gentils organisateurs ont tout prévu pour qu'on ne s'ennuie pas une seule seconde tout au long de notre périple. Il y a bien quelques petites pauses, mais dans l'ensemble, on s'amuse comme des petits fous dans des environnements pas forcément bien rangés, mais toujours soignés. Fin du fin, une fois la pléthore de terroristes idiots anéantis, il nous est possible de jouer contre de vrais gens, en solo ou en équipe, grâce à la connexion Wi-Fi de la PSP. Que demander de plus? Franchement, le programme frise la perfection. Si vous aimez l'action, vous vous sentirez comme chez vous dans Siphon Filter Dark Mirror. Chaque semaine dans Next, on vous livre les classements PC et console des 3 meilleures ventes de jeux. Alors, qui est le numéro 1? Le boss des boss, le grand Manitou, le leader, le maître du monde? Quoi, j'en fais trop? Mais non. Allez, envoyez le top 3. Et regardez devant, quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton. On commence ce premier top de la saison avec les 3 meilleures ventes actuelles de jeux vidéo sur PC. Un classement qui prouve qu'il n'est pas nécessaire de développer un titre dans lequel on tue des gens à tour de bras pour qu'ils se vendent. Et oui, c'est la version 2006 de Pro Cycling Manager qui monte sur la 3e marche de notre podium. Les Sims 2 sont increvables. Depuis 2 ans maintenant, le jeu originel et ses différents disques additionnels se vendent comme des petits pains. Même le premier volet de la saga revient régulièrement dans le top des meilleures ventes. Plus qu'un jeu, les Sims sont un véritable phénomène sur lequel on se penchera dans une prochaine émission pour tenter de le comprendre. La recette de Titan Quest n'est pas nouvelle, un héros qui évolue au fil des combats et des donjons remplis de monstres à dessouder. Mais ici les ingrédients sont d'excellente qualité, maniabilité au top, environnement vaste, ennemis variés et graphismes de toute beauté. Pas étonnant donc que ce jeu édité par THQ gagne la médaille d'or cette semaine. Fuchsia, noir, jaune. Que ceux qui pensent encore que les jeux vidéo rendent idiots éteignent leur télé. Ce temps-là est révolu. Aujourd'hui sur DS, le docteur Kawashima propose un entraînement intensif pour maintenir son cerveau en pleine forme. Je n'ai pas encore vu les résultats sur moi, mais en tout cas, le jeu est 3e. Voici encore un autre exemple de jeu non violent. Animal Crossing, c'est le soft zen par excellence. Il propose de vivre une petite vie peinarde dans un monde fin et coloré. Une sorte de Sims en plus joli qui prend la 2e place. Le grand gagnant, le #1 sur console est encore un soft DS, c'est New Super Mario Bros. En reprenant le même principe de jeu, mais en y insufflant des idées inédites, couplées à des techniques modernes, Nintendo a redonné une nouvelle jeunesse à son plombier. Résultat, un grand jeu actuel aux saveurs d'antan. Bon, on se quitte. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 2e numéro de Next, l'émission de jeux vidéo pour les grands et les petits joueurs. Et comme disait Saint Célibataire, jouez en paix mes frères. On se fait un petit Mario Party là? Je vais les éclater. La semaine prochaine dans Next, nous vous donnerons les meilleurs plans pour trouver vos jeux moins chers et nous vous emmènerons à Shanghai découvrir en exclusivité le prochain Splinter Cell.